Aurélien Duchesne, vous allez sortir une tribune qui va paraître demain au journal Le Monde. Vous nous en offrez la primeur, merci. Vous l'avez titré « Une Ukraine qui aura sauvé son indépendance, peut-être demain le meilleur allié de la France ». Et vous faites des comparaisons, justement des comparaisons historiques. Vous rappelez que la France a une opportunité historique de prendre la tête de l'Europe pour construire une Europe de la défense forte, mais aussi elle doit accroître son soutien militaire. Alors Emmanuel Macron a quand même annoncé 2 milliards d'aides supplémentaires. Pour vous, on a compris que c'était une bonne chose, mais ce n'est toujours pas suffisant. Alors cette tribune que j'ai l'honneur de présenter, qui est signée par 5 députés ukrainiens de la Rada et membres du groupe d'amitié France-Ukraine, en appellent à la France. Je précise que cette tribune est à leur initiative. Et pourquoi ? Parce qu'ils estiment que c'est aujourd'hui la France qui est en capacité de bouger les lignes au niveau européen. Sur la question de cette défense européenne, justement, il y a l'idée en Ukraine que c'est la France qui avait raison sur l'idée qu'il fallait être davantage autonome vis-à-vis des États-Unis. Les Ukrainiens nous ont beaucoup reproché il y a 3 ans, par exemple, d'une part, une certaine ambivalence. On voulait jusqu'au bout tenter de négocier avec Poutine quand 25% du territoire ukrainien était déjà aux mains des Russes. Et on nous reprochait aussi, côté français, une certaine pusillanimité dans le soutien militaire, par exemple, à l'Ukraine. Aujourd'hui, les Ukrainiens estiment, et ça se voit dans les sondages d'ailleurs, que c'est la France leur allié numéro 1. Et c'est pour ça qu'ils en appellent à la France. J'ai l'honneur de participer avec eux à cette tribune. Mais encore une fois, c'est eux qui en sont à l'initiative. Alors, mais quel intérêt pour la France ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est l'intérêt pour la France de rajouter 2 milliards et peut-être plus pour la défense de l'Ukraine ? Pour citer là encore les députés ukrainiens, si l'on en reste au plan budgétaire, par exemple, eux précisent dans cette tribune que ça a davantage d'intérêt pour la France d'aider maintenant l'Ukraine à hauteur de quelques milliards, comme d'autres pays européens, que de devoir demain doubler, voire plus, nos budgets de la défense si la Russie devait gagner en Ukraine. Et dernière chose qu'ils précisent dans cette tribune, c'est que si maintenant nous mettons tout en œuvre pour que l'Ukraine soit en position de force de la négociation et ne soit pas affaiblie, dépecée et livrée à la Russie, l'Ukraine, c'est un partenaire fort pour nous demain sur les plans économiques, y compris par exemple pour l'industrie de défense, alors qu'évidemment une Ukraine abandonnée, ce sera un poids mort pour l'Europe et ce sera un pays dont nous aurions la charge et pas dans notre intérêt. Et pourtant, pour prolonger la discussion, Richard Verly, à l'issue du sommet de Paris, qui a réuni avec le président Zelensky, donc réuni par le président Macron, 30 chefs d'État et de gouvernement, également l'OTAN, également l'Union européenne, Monsieur Zelensky, le président ukrainien, a dit beaucoup de questions, peu de réponses. C'est une façon de résumer en réalité l'impasse dans laquelle on est. On sait que le projet de Monsieur Macron, du président de la République, d'envoyer des troupes, il semble enlisé. Oui, il a raison, Volodymyr Zelensky. De toute manière, on a tous compris, c'est clair, que le dispositif européen de déploiement, quel qu'il soit, s'il advient, il suivra un cessez-le-feu total. Donc il faut d'abord que le cessez-le-feu soit négocié. Et ce cessez-le-feu, on l'a tous compris, il n'est pas dans la main des Européens. Et pour l'instant, les Européens n'ont pas du tout réussi à s'inviter à la table de cette négociation-là. Elle a toujours lieu entre Donald Trump et Vladimir Poutine via leurs émissaires. Donc, première question, on attend, mais on attend combien de temps ? Et les conditions du cessez-le-feu total ? Imaginons que dans ce cessez-le-feu, les États-Unis disent aussi qu'ils sont opposés à un déploiement européen, ce qu'ils n'ont pas dit pour le moment. Ils laissent planer le doute. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc on est dans une situation quand même, Emmanuel Macron fait preuve de beaucoup de ténacité, il fait preuve de cohérence, mais il prend quand même un énorme risque vis-à-vis de ses partenaires européens, c'est que si d'aventure les Américains devaient s'opposer, ce qu'encore une fois ils n'ont pas dit formellement, mais devaient s'opposer au déploiement de troupes européennes, qui va être aux côtés de la France ? Est-ce que la France va y aller tout seul ? On comprend quand même à demi-mot que le Premier ministre britannique Starmer, s'il n'y a pas de backstop, de soutien logistique américain, de sécurité, in fine, il n'ira pas. Donc c'est une position cohérente, courageuse, il faut le dire, courageuse de la part de la France, mais qui tient sur un fil. Mais pourquoi c'est important d'avoir ce débat maintenant ? Pourquoi est-ce qu'il ne délaie pas ce débat d'un peu plus tard ? On sent bien que c'est effectivement, ça va agiter, diviser les pays. On ne peut pas le remettre à plus tard. Ce que veut Emmanuel Macron, et peut-être va-t-il réussir, c'est forcer Donald Trump, c'est montrer à Donald Trump que le seul cessez-le-feu qui vaille en Ukraine, c'est un cessez-le-feu avec des garanties de sécurité. Donc, au fond, ce qu'essaye Emmanuel Macron, mais avec le soutien des Européens pour l'instant, c'est de tordre le bras à Donald Trump pour qu'il fasse preuve de plus de fermeté dans ses négociations avec Poutine, sauf que, pour le moment,
de ce qu'on sait, parce qu'il y a peut-être une partie qu'on ne sait pas, des négociations. Donald Trump n'a toujours pas haussé le ton face à Poutine. Nathalie Schrin, vous pensez qu'on peut tordre le bras à Poutine? Je vous voyais grimacer un peu. Vous pensez qu'il... Ça fait 3 ans que je dis que de toute manière, Poutine veut l'Ukraine et il veut même plus que ça. Ça fait 3 ans que je dis que l'Ukraine est riche de plein de choses, mais aussi d'hommes et de femmes qui sont capables de... par exemple, dans l'industrie de l'armement, on en a parlé, mais dans l'agriculture, etc., etc. Je veux dire, qu'est-ce que l'Ukraine peut apporter à l'Europe? Plein de choses. La richesse dans tous les sens du terme. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour l'Europe d'avoir l'Ukraine de son côté que si l'Ukraine passait aux Russes. Alors, il y a effectivement des questions stratégiques que vous soulevez et il y a aussi des questions de grandeur morale que vous soulevez également avec les députés ukrainiens qui font une comparaison historique lourde de sens. Ils écrivent donc Charles de Gaulle ne visait pas seulement l'indépendance de la France et de l'Europe sur la scène internationale, il luttait pour la grandeur de la France. Un renforcement significatif de l'aide française à l'Ukraine serait un acte de grandeur. Tout comme la France libre et le Royaume-Uni en 1940, l'Ukraine veut poursuivre le combat jusqu'au bout. Elle a besoin des moyens nécessaires. On comprend bien, effectivement, que la France s'honorerait, Aurélien Duchesne, à défendre les valeurs de la liberté, mais est-ce qu'elle en a les moyens? La question des moyens, justement, déjà, il y a nos ambitions. Nos ambitions, quand on parle d'autonomie stratégique européenne, par exemple, ça c'est notre discours. Si on veut être crédible pour porter une telle ambition, il faut qu'on mette les moyens, par exemple, en termes d'aide. Les moyens dont on parle, par exemple, on les a sur le papier, mais jusqu'ici, la France, c'est environ 5 à 6 milliards d'aides totales à l'Ukraine en 3 ans. L'Allemagne, c'est 17 milliards d'euros. En Ukraine, même s'ils ne le disent pas forcément, en off, vous avez, y compris de la part de parlementaires, par exemple, le discours suivant qui est que la France avec un PIB qui est de 3 200 milliards d'euros, un budget militaire de 50 milliards d'euros, a donné moins à l'Ukraine sur le plan militaire que le Danemark. Le Danemark, c'est un PIB qui est 10 fois moins élevé que le nôtre. Les moyens, on les a sur le papier, reste la volonté. Et s'agissant de la question de la grandeur, cette tribune aussi parle d'un précédent historique, le nôtre. C'est que nous, quand le général de Gaulle, par exemple, fait son fameux discours et passe pour un général fou et isolé, on le traite à Londres comme le représentant d'un pays de perdants, à une époque où la plupart des députés veulent renverser Churchill dans l'idée que c'est un va-t-en guerre fou, que le Royaume-Uni n'a plus les moyens et que jamais l'Amérique ne viendra en aide. C'est pour ça qu'ils font ce parallèle. Ils se mettent dans notre position il y a 80 ans en se disant « l'Amérique nous lâche ». Les opinions publiques européennes pourraient se lasser et pourtant c'est le moment ou jamais parce que Poutine n'a pas encore gagné la bataille du temps. Richard Verly, vous partagez ce parallèle? Moi, elle me gêne la référence au général de Gaulle, mais je n'ai pas lu la tribune, donc il faudrait que je la lise en intégralité. Elle me gêne parce que le général de Gaulle, ne l'oublions quand même pas, il était l'homme de son époque, il était l'homme des empires, il était l'homme d'une époque d'empire. Est-ce que le général de Gaulle aurait pris la défense de l'Ukraine à l'époque de l'Union soviétique? Le général de Gaulle, il s'est quand même rendu à l'évidence, comme Churchill, le rideau de fer est tombé, et il jugeait que c'était inéluctable, et il l'a accepté. Donc, ce genre de référence, aller dire il y a l'homme du 18 juin, l'homme qui promet une guerre mondiale, et ne retenir que celui-là. Non, le général de Gaulle était l'homme aussi d'une politique conciliante vis-à-vis de l'Union soviétique de l'époque. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ce type de comparaison historique parce qu'elles sont toujours extrêmement piégeuses. Et toute chose étant égale par ailleurs, il y a une autre comparaison historique, moi, qui me frappe, une sorte de similitude et qui s'est jouée à 20 ans d'intervalle. En 2003, les États-Unis envahissaient l'Irak sur un concept de régime change. Il s'agissait à l'époque de déboulonner Saddam Hussein. 20 ans plus tard, en 2023, la Russie envahit l'Ukraine avec ce concept de régime change. Il s'agit de déboulonner qui? De déboulonner Zelensky. C'est pour ça peut-être, et c'est la question que je voudrais vous poser, Aurélien, pour prolonger la discussion, est-ce qu'il y a derrière ça cette idée que véritablement, on sait ce qui est advenu de l'Irak et du Proche-Orient, et même que ça a eu des conséquences pour l'Europe avec la vague d'attentats qui a été perpétrée par l'État islamique. Est-ce que l'enjeu, quelque part, c'est pas l'implosion de l'Europe si véritablement on ne comprend pas ce que veut dire que la souveraineté d'un État libre et indépendant qu'est l'Ukraine? Est-ce qu'il y a une question de sécurité européenne qui se pose dans ces termes-là? Pour vous répondre en deux temps,
comparaison entre l'agression contre l'Irak et l'agression contre l'Ukraine est d'autant plus appropriée que dans le discours d'invasion du 24 février 2022, Poutine fait même des références voilées à l'invasion de l'Irak en disant qu'il s'agit de libérer l'Ukraine. C'est parfois des références grinçantes au discours de George W. Bush. Ensuite, sur l'idée de nous prémunir d'une implosion de l'Ukraine, on en avait beaucoup parlé dans les premières semaines quand on disait il ne faut pas, c'était Dominique de Villepin qui disait ça, ce serait dangereux de livrer des armes à l'Ukraine parce qu'il y a eu le précédent de la Yougoslavie où des armes se sont retrouvées chez nous, chez les cartels de la drogue ou chez les terroristes. Mais là, ce que disent encore une fois les députés ukrainiens, c'est que si on abandonne l'Ukraine maintenant, c'est un problème de sécurité pour nous, un problème d'instabilité massive, quelque chose qu'ils ne disent pas dans la tribune, mais qui est aussi dans leur tête, c'est que si l'Ukraine demain négocie des conditions humiliantes, ça devient un État failli, on a une crise migratoire massive et on a un État qui serait un astre mort. Et encore une fois, il vaut mieux soutenir l'Ukraine maintenant avec quelques milliards de plus par pays, que de devoir porter la charge d'un État failli de 40 millions d'habitants. C'est ce qui reviendrait à refermer la plaie avec l'infection à l'intérieur, comme l'écrivait Jacques Mainville dans d'autres circonstances en parlant du traité de Versailles. Il avait bien raison sur ce traité d'ailleurs. Et c'est maintenant que l'Ukraine a besoin d'aide. Chaque jour, il y a des frappes. Hier soir encore, dans la nuit, dans le centre de Dnipro, il y a eu 4 morts, une vingtaine de blessés. Il y a des attaques de drones tous les jours. Et nous allons retrouver sur place notre correspondant envoyé spécial Thomas Misraki qui est à Kiev avec Vincent Wartner. Non seulement Thomas, les attaques continuent sur le terrain, mais en plus vous avez pu vous entretenir avec des forces ukrainiennes, avec des soldats qui redoutent plus que jamais une nouvelle offensive russe sur le terrain. Oui, ces attaques, ils les prédisent et ils les subissent, les Ukrainiens. Les prédictions, elles viennent de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien lui-même, qui, il y a quelques jours, faisait état d'une attaque en préparation, attaque russe sur les régions de Kharkiv et de Soumy. Elle est imminente, cette attaque, selon le président ukrainien. En fait, initialement, elle aurait été prévue il y a 8 mois et elle aurait été repoussée en raison de l'opération militaire ukrainienne dans la région de Koursk. Voilà pour les prédictions. Dans un même temps, justement, à Koursk, les Ukrainiens subissent la pression russe, les Russes qui continuent de progresser, qui ont annoncé hier la prise d'une nouvelle localité, des Russes qui, selon les Ukrainiens, poussent très fort aussi en ce moment vers le sud, du côté de Zaporizhzhia et dans le secteur de Robotyne plus précisément. La pression, elle est intense aussi à Toretsk, où nous nous sommes rendus la semaine dernière, dans la région 2, évidemment, puisque la ville a été prise, en tout cas proclamée prise par les Russes le 7 février dernier, et autour de Pokrovsk. Donc ça, c'est pour la pression militaire actuelle. Et puis les civils subissent aussi évidemment les pressions russes ces derniers jours. De nombreuses attaques. Vous avez mentionné Dnipro cette nuit. 4 morts, une vingtaine de blessés. Au total, ce sont 174 drones et leurres qui ont été tirés vers l'Ukraine la nuit dernière. La réponse ukrainienne, pour l'instant, hormis cette résistance affichée sur les fronts, c'est une incursion dans la région russe de Belgorod, c'est ce qu'affirme Reuters. En tout cas, les Russes auraient progressé de quelques kilomètres à l'intérieur. Les Ukrainiens auraient progressé de quelques kilomètres à l'intérieur des terres russes. Merci à Thomas Misraki, accompagné de Vincent Wartner, en direct de Kiev. On voit bien que la pression ne retombe pas sur l'Ukraine, bien au contraire. Et il faut réentendre les mots du chef du Kremlin, Vladimir Poutine, pour comprendre qu'il ne compte pas s'arrêter là. Ce qui se passe aujourd'hui est tout aussi clair. Nos troupes ont l'initiative stratégique sur toute la ligne de contact. J'ai dit récemment que nous les écraserions, mais il y a des raisons de croire que nous les achèverons. Richard Verly, nous les écrasons, nous les achèverons. Et ça, est-ce que c'est quelqu'un qui veut vraiment laper ? Les mots, quand même, sont forts. C'est un bulldozer. Non, il ne veut pas laper maintenant. Il veut saper. À un moment donné, peut-être le voudra-t-il. Mais ce qui est très frappant quand on entend Vladimir Poutine se prononcer de cette manière, alors qu'il y a quelques jours, ses émissaires étaient en Arabie Saoudite avec les émissaires américains, moi j'en viens à me demander s'il n'y a pas une sorte de deal secret qu'on ne connaît pas, entre les Américains et les Russes, pour dire aux Russes, vous continuez de frapper, vous continuez de mettre l'Ukraine sous pression, parce que l'objectif pour les Américains, ne l'oublions pas, c'est que l'Ukraine signe
au bas de la page. Alors, le paradoxe, c'est que l'Ukraine a déjà signé. Zelensky a dit « je suis d'accord pour un cessez-le-feu total ». Mais visiblement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à Trump qui veut un accord sur les minerais encore plus, je dirais, exigeant pour l'Ukraine. Et ça ne suffit pas à Vladimir Poutine. Je rappelle aussi qu'il y a eu l'offensive dans la poche de course qui a permis à la Russie de la libérer, en quelque sorte, de refouler les Ukrainiens. Tout ça fait quand même penser à une chorégraphie absolument machiavélique de Washington et de Moscou. C'est-à-dire que vous pensez que les États-Unis et la Russie vont se mettre à deux pour se faire la peau de l'Ukraine. Est-ce que vous avez entendu, moi je ne l'ai pas entendu, Donald Trump dire à Vladimir Poutine « Stop, vous avez signé un premier accord de cessez-le-feu, il est inconcevable que vous continuiez de frapper ». Je ne l'ai pas entendu, j'ai entendu aucun émissaire américain dire ça. Et justement, au moment, Nathalie Schrin, des propositions donc, sont faites par les Ukrainiens qui acceptent, en courbant les chines, concrètement, les conditions qui leur sont posées à la fois par les Russes et les Américains. Vladimir Poutine propose maintenant une administration temporaire sous égide de l'ONU pour organiser de nouvelles élections en Ukraine. Est-ce que, de votre point de vue, ça va être le moment de vérité pour l'administration américaine ? Est-ce que Trump va devoir, à un moment donné, se positionner sur ce qu'exige maintenant Vladimir Poutine, c'est-à-dire de nouvelles élections ? Oui, ces nouvelles élections, c'est la porte ouverte à la fin de l'Ukraine, parce que si on change un président en pleine guerre comme ça, comment on fait des élections, comment on peut les garantir, comment on peut dire que c'est véritablement légal. Je rappelle qu'en Ukraine, le président Zelensky a été élu, oui, puis et que tout le monde est derrière. De toute façon, l'organisation constitutionnellement mais bien sûr, quand on est en temps de guerre. Tout est fait en Ukraine, c'est un pays démocratique. Si on change un président comme ça veut dire on peut disposer des peuples comme on veut. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Poutine et Trump, exactement ce que vous disiez, vont se séparer l'Ukraine. Ah bah tiens, moi je vais prendre les terres rares, bah toi tu prends telle chose, et on a vraiment l'impression que c'est ça. Et c'est encore le peuple ukrainien qui y perd. Je rappelle que quand même ça fait 300 ans qu'on subit ça. Hein. On a connu la famine, on a connu ma famille, par exemple, a été poussée des territoires ukrainiens après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été déportés. Qu'est-ce que l'Ukraine n'a pas subi ? Ça 200 oukases pour supprimer la langue ukrainienne pendant toute la période tsariste. Encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, Poutine ne veut pas la paix, il la voudra jamais, et de toute manière, même s'il y a quelque chose qui est signé, etc., ça recommencera à chaque fois. Et c'est pas que l'Ukraine qui est visée, c'est nous qui sommes visés. Et on l'entend dans votre voix de franco-ukrainienne, mais on l'a entendu exactement ces mêmes mots justement dans la bouche d'Ursula von der Leyen, qui était l'invitée de Darius Rochebin cette semaine. Nous l'avons constaté d'expérience, malheureusement avec l'histoire amère de l'Ukraine. Poutine ne s'arrêtera pas s'il n'est pas dissuadé par une position très forte, par une posture militaire très forte. C'est pourquoi, pour l'Union européenne et pour l'Ukraine, il est très important d'avoir des positions militaires fortes. Alors, très important d'avoir des positions fortes, mais donc dans les députés ukrainiens que vous avez pu rencontrer, Aurélien Duchesne, ils disent aussi qu'on peut inverser la donne. Alors ça m'a surpris. Ils disent aujourd'hui, certains analystes et responsables politiques considèrent que la cause de l'Ukraine est perdue. Ils prétendent que l'Ukraine devrait être abandonnée à son sort, qu'elle ne pourra pas résister à la puissance russe de Poutine, que c'est inévitable. Mais eux pensent encore qu'ils peuvent retourner la bataille. Vous le croyez aussi ? Ils disent à tout le moins que la bataille du temps ne joue pas autant pour Poutine qu'on ne pourrait le penser. Un chiffre qu'ils évoquent, ces députés ukrainiens, dans leur tribune, c'est qu'il y a, par exemple, seulement 1% du territoire ukrainien qui a été conquis, preuve à l'appui, par la Fédération de Russie en 2024. Voilà, 4500 à 6000 km², 1% en un an, malgré des pertes immenses. La deuxième chose évoquée dans cette tribune, c'est aussi, par exemple, quand vous regardez les ressources que la Russie utilise pour encaisser des pertes aussi massives et pour des gains territoriaux qui restent limités, ce sont par exemple les stocks d'armement soviétiques sur lesquels se repose largement la Russie. Ces stocks d'armement, des chars, des blindés, parfois des vieux coucous qui datent d'il y a 50 ans, vont s'épuiser pour l'essentiel d'ici 2026. Et enfin, il y a la question de l'économie de guerre. L'économie de guerre de la Russie, jusqu'ici, lui a permis de soutenir cet effort de défense et de sauver sa croissance malgré les sanctions occidentales. Sauf que quand vous regardez enfin
ça commence vraiment à tanguer pour l'économie russe. De l'avis d'ailleurs de la Banque centrale russe elle-même, on ne peut pas tenir, enfin les Russes bien sûr, ne peuvent pas tenir 1 ou 2 ans de plus à ce rythme. Donc vous pensez presque que le fait que Poutine tape fort est quasiment un aveu de faiblesse à Arlette, Maxime, ça vous... J'aimerais le croire, mais je n'en suis pas sûre. Je trouve que ce qui est important, c'est effectivement presque j'allais dire le partage de l'Ukraine que préparent Trump et Poutine. Il y en a un qui aura les territoires qu'il convoite. C'est pour ça qu'il lui faut un peu de temps. Et du côté des gains économiques, rembourser la dette ukrainienne aux États-Unis, il y aura en fait de quelque sorte un dépeçage et tout le monde se mettra d'accord pour trouver un président complaisant, docile, qui, j'allais dire, obéira aux deux, quoi. C'est-à-dire ne gênera pas le développement des intérêts économiques américains et surtout ne remettra pas en cause, évidemment, la domination russe. C'est ça qui risque effectivement d'arriver. Et on voit bien dans ce nœud coulant qui se resserre, eh bien Volodymyr Zelensky qui en appelle aux États-Unis. On va l'écouter parce que effectivement, il voit bien le nœud se serrer autour de l'Ukraine. À mon avis, il y a eu hier une violation et il y a eu des frappes sur Kherson. Il y a eu des frappes sur la gare ferroviaire. Le réseau électrique a été endommagé. Car il y a eu des frappes sur le secteur de l'énergie. Et cela se passe à Kherson, une ville, pas un champ de bataille. Et des civils ont été privés d'électricité. Je pense que les États-Unis devraient réagir. Richard Verly, on voit bien cet appel qui est resté sans réponse dont vous parliez il y a 1 minute sur ce plateau. Oui, pour l'instant, la stratégie des États-Unis, écoutez, la délégation américaine a quitté Riyad, si je ne me trompe pas, c'était lundi dernier, et depuis, plus rien. C'est-à-dire, il y a eu cet accord sur un cessez-le-feu maritime en mer Noire dont on ne connaît pas tout à fait les contours parce que les États-Unis ont promis de lever certaines sanctions. Les Européens ont dit, nous, on ne lèvera aucune sanction. Et pour le reste, le cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques, on voit qu'il est remis en cause. Donc, pour l'instant, on est encore très loin d'un cessez-le-feu total qui, je le rappelle, a été, lui, accepté. Le principe en a été accepté par l'Ukraine. Donc on est dans une situation absolument inégale. Et Donald Trump, ça ne vous a pas échappé, maintenant il s'est remis une couche de guerre commerciale sur le dos. Et donc il est occupé sur d'autres théâtres, en plus avec M. Vance au Groenland. Donc on est toujours dans un jeu de jonglage infernal. D'où l'importance d'être unis, d'être soudés, d'être solidaire. Vous pensez qu'on va y arriver? Vous fréquentez beaucoup de députés justement d'amitié franco-ukrainienne. Comment justement ils voient cette nouvelle coalition qui s'engage? Pour eux, c'est le seul format susceptible de marcher, parce qu'on a le cas au niveau européen. Quand on veut voter des sanctions, on avait jusqu'ici la Hongrie qui bloquait les choses, maintenant la Slovaquie et potentiellement demain la Roumanie qui pourrait être de la fête aussi. Pour eux, le format qui marche le mieux, c'est cette coalition des volontaires qui peut déboucher sur des décisions rapides. Et surtout, ce à quoi ils tiennent le plus quand vous échangez avec eux. Je me souviens, quand on avait parlé en décembre, ils étaient très optimistes sur Trump. Ils avaient des retours, par exemple, de Andriy Yermak, qui était allé à la Maison-Blanche et disait « Trump ne va pas nous lâcher. Bon, vous les Français, vous êtes un peu pessimistes, mais vous allez voir. » On a vu ce qu'on allait voir, effectivement. Maintenant, ils se rendent compte que l'allié numéro 1 ne l'est plus tant que ça. Mais en revanche, ils sont justement leur espoir principal réside dans le fait que les Européens, pour l'instant, restent unis et qu'on n'est pas allés tous à Canossa, un par un, dealer avec Trump sur des tarifs commerciaux, par exemple. Pour l'instant. Pour l'instant. L'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Demain, donc, cette tribune signée donc, par des députés ukrainiens apparaîtra au journal Le Monde. Une Ukraine qui aura sauvé son indépendance, peut-être demain, le meilleur allié de la France. Merci Aurélien Duchesne, merci Richard Verly, merci Nathalie Schrin.